Bien, bonsoir à tous. Il est 19 h passé de 2 minutes. Je vous propose de commencer ce conseil municipal. Je commence par l'appel des présents. Madame Catherine Barbereau, Monsieur Jean-Marc Siozac, Madame Marie-Agnès Descoux, Monsieur Claude Schaeffer, Madame Laurence Audibert, Monsieur Fabrice Bussy, Madame Fanny Billy, Madame Isabelle Jodin a donné pouvoir à Madame Marie-Agnès Descoux, Madame Charlotte Lemétour, Madame Sandrine Martins, Monsieur Patrick Michel a donné pouvoir à Madame Barbereau, Madame Isabelle Dupré, Monsieur Jean Bedu, Monsieur Christophe Lasserre, je crois qu'il y aura quelques minutes, on notera l'heure à laquelle il arrive. Madame Nathalie Nizy a donné pouvoir à Madame Foulon, Monsieur William Netto de Jésus, voilà. Madame Brigitte Foulon, Monsieur Loïc Tran, Monsieur Hervé Guise, Monsieur Arnaud Schmitt. D'accord, on notera l'heure, merci. Madame Nathalie Bels. D'accord. Monsieur Jean-Marc Loncheux a donné pouvoir à Monsieur Guise, Madame Magali Boirf, Madame Dominique Françoise, Monsieur Christophe Prudhomme, d'accord. Monsieur Mapril Battista. Merci. Je désigne le secrétaire de séance. Est-ce que Monsieur Loïc Tran veut bien être secrétaire de séance? Il accepte. Personne n'est contre. Merci. Je vais commencer par les actualités, si vous le voulez bien. Mesdames et messieurs les élus, ainsi que je le fais depuis plusieurs conseils et à mon initiative, je vous fais part des dernières actualités majeures depuis le dernier conseil municipal du 11 mars 2022. Je rappelle que cette séquence préliminaire à l'examen de l'ordre du jour vise uniquement à informer l'ensemble du conseil municipal et le public lorsqu'il est présent ou lorsqu'il a accès à la retransmission vidéo de notre séance, comme aujourd'hui, et qu'en conséquence, mes propos ne peuvent appeler aucun commentaire. L'espace de débat s'exerçant réglementairement lors des délibérations inscrites à l'ordre du jour et par les questions posées par les listes minoritaires. Je procède donc à la lecture de ces quelques informations avant de passer à l'ordre du jour. Premier point, les élections. Comme vous le savez, le premier tour des élections s'est tenu hier et nous tenons tout particulièrement à souligner un taux de participation supérieur à la moyenne nationale, puisqu'on est à peu près à 79% de participation. Nous pouvons nous féliciter de cette participation et nous remercions tous les Pomponais qui sont venus voter, les scrutateurs volontaires, les agents et les élus qui ont contribué à la bonne tenue de ces élections. Rendez-vous le dimanche 24 avril. Mur de la CRS 4. Les travaux de reconstruction du mur d'enceinte de la CRS 4 ont débuté comme prévu le 28 mars dernier, le lundi 28 mars, et devraient continuer plusieurs semaines. Ce point sera d'ailleurs développé dans les questions en fin de conseil. Solidarité pour l'Ukraine, Pomponne a accueilli un jeune Ukrainien en classe de CE1 à l'école. Donc c'est le premier. Il est actuellement hébergé par une famille pomponnaise que nous tenons tous à remercier. Et je laisserai certainement le CCS décider dans quelle mesure il peut être voté une aide pour la restauration scolaire de cet écolier. Enfin, dernier point, nous avons appris la triste nouvelle, Monsieur Guise nous a appris la triste nouvelle du décès de Madame Marie-Ève Cerizet dernièrement. Elle était conseillère municipale de l'équipe Pomponne à Nouvel Élan pendant le début du mandat actuel et avait dû se retirer pour des raisons de santé. Nous adressons bien sûr toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Et je passe la parole, s'il le souhaite, à Monsieur Guise, tête de liste du groupe Pomponne à Nouvel Élan. Merci Monsieur le maire. C'est vrai que Marie-Ève nous a quittés trop tôt. 58 ans, c'est quand même bien jeune pour partir. On avait déjà été très attestée de sa maladie en juillet 2020, qu'elle avait combattu. Ça ne se combat pas en une semaine, ce genre de maladie. Et on était très optimiste puisque elle était revenue, on va dire, en bonne forme en début d'année. Elle avait même prévu de venir au conseil municipal du mois de février, dans le public. Et malheureusement, la maladie a repris le dessus et de manière très vite, puisqu'après, ça a enchaîné avec une hospitalisation et puis le décès tout récent. Nous aurons sûrement l'occasion de lui témoigner dans des occasions prochaines. Comme c'est très près, je vous tiendrai informé de toute notre sympathie et de toute notre amitié envers son compagnon et ses enfants. Merci. Merci, M. Guise.
nous allons passer à l'administration générale. Alors en premier lieu, comme vous l'avez noté, il n'y a pas de PV des précédents conseils municipaux. Nous allons y remédier puisque lors de le prochain conseil municipal, vous aurez donc, je crois, 2 ou 3 PV des conseils municipaux que nous rattraperons. Voilà. C'est aussi une démonstration qu'on est aujourd'hui en sous-capacité par rapport à ce qu'on a à faire quotidiennement. Premier point, modification de la composition de 3 commissions suite à une démission de ces commissions, justement. Alors, il est rappelé effectivement que dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Et donc, suite à la démission de M. Patrick Michel, conseiller municipal de la commission Urbanisme et Patrimoine, ainsi que de la commission Cadre de vie, Projet de parc, Jardin partagé, Relations CAMG, et de la commission Travaux et Infrastructures, donc 3 commissions. En date du 14 mars 2022, nous devons donc procéder à son remplacement au sein de la liste majoritaire pour respecter la représentation proportionnelle. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de désigner de nouveaux membres au sein de ces 3 commissions. Donc on va procéder par commission. Dans un premier temps... oui. Juste pardon, monsieur le maire. Une remarque que j'ai oublié de faire avant que vous attaquiez le premier point. Je ne sais pas, Madame Bouarf et moi-même, nous n'avons pas reçu les documents papier du conseil municipal. Voilà. Alors moi je pensais que c'était général dû à la dématérialisation. Et donc voilà. Vous auriez dû le recevoir. Bon, ben, nous sommes plusieurs à ne pas l'avoir reçu, apparemment. D'accord. Madame Boissier est allée à la poste, donc effectivement, on va essayer de remonter l'incident qui fait que ça a été envoyé et pas reçu. C'est ça, en plus par plusieurs absolument. n'habitant pas forcément. Brigitte Foulon, absolument. Ça, donc on va dénombrer les gens qui l'ont pas reçu, du coup, si vous le voyez bien. Donc M. Guise, Mme Boirf, Christophe Prudhomme, M. Jean Bedu et Brigitte Foulon. Et Mme Nisi, d'accord. Très bien, merci. Donc tout d'abord, nous devons délibérer sur le mode de vote à préciser. Donc je propose que nous votions à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc dans un premier temps, pour la commission Urbanisme et Patrimoine, est candidat, je crois, M. Loïc Tran. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc est candidat M. Loïc Tran. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous désignons M. Loïc Tran, membre de la commission Urbanisme et Patrimoine, dont les autres membres sont, nous le rappelons, Mme Audibert, Mme Dupré, M. Siozac, M. Schaeffer, M. Bédu, M. Longequeux et Mme Françoise. Merci. Pour la commission Cadre de vie, Projet de parc, Jardin partagé, Relations CAMG, donc, je ne sais pas s'il faut que je revote le mode de vote. Non, on reste sur le mode de vote à main levée, pardon. Donc, est candidat M. Claude Schaeffer, n'est-ce pas? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous désignons M. Claude Schaeffer, membre de la commission Cadre de vie, Projet de parc jardin partagé, Relations CMG, dont les autres membres sont Mme Audibert, M. Lasserre, Mme Dupré, M. Tran, Mme Foulon, M. Guise et M. Prudhomme. Merci. Dernière commission, la commission Travaux Infrastructures. Donc, est candidat M. Tran. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous désignons donc M. Tran, membre de la commission Travaux Infrastructures, dont les membres sont M. Schaeffer, Mme Dupré, M. Siozac, Mme Audibert, M. Bédu, M. Schmitt et M. Battista. Je vous remercie. Et Monsieur le maire, juste une expression. De notre côté, nous regrettons que M. Michel soit uniquement conseiller municipal, n'habitant plus sur Pomponne et très loin de Pomponne, ne participant plus à aucune commission.
Donc c'est vrai que se pose la question de mais pourquoi reste-t-il conseiller municipal alors qu'en plus dans les listes, dans la liste majoritaire, il y a des personnes qui sont encore présentes et qui peuvent venir le succéder. Donc je ne sais pas si on aura une réponse ce soir. On l'avait déjà formulé lors de la démission de sa délégation d'adjoint à l'urbanisme. Mais nous on la reformule parce qu'en plus effectivement, et on peut comprendre que dans le sud-ouest, à Toulouse-Bordeaux, c'est pas facile de venir en commission, surtout que celles-ci vont maintenant, j'espère, on puisse faire en visio. Votre remarque sera notée. Merci, consigné. Merci. Pardon, Monsieur Battista, pardon. Ah, est-ce qu'on va vous donner un micro. Oui, Monsieur le maire, je voudrais savoir, concernant les commissions, est-ce que nous sommes convoqués automatiquement ou pas par mail? Parce que depuis le mois de novembre, je ne reçois rien. Alors, il est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu des soucis de mail, j'en ai discuté avec Nicole, mais entre-temps, il n'y a plus de soucis, et je constate que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de commission, ou alors j'en ai encore raté une, je ne sais pas. Toujours est-il que je ne reçois pas les convocations, juste pour savoir si nous sommes convoqués ou il faut noter au moment de la commission. Je pense que nous avons des dates ce jour-là, mais après, ça passe, ça oublie. Et la question, c'est uniquement de savoir si il y a une convocation à chaque fois. Oui. Tous les membres sont systématiquement convoqués par mail avec un PDF qui est la pièce jointe de convocation en bonne et due forme. Donc effectivement, si c'est pas le cas, c'est que c'est pas normal. Donc il faut peut-être qu'on vérifie l'adresse ou la connexion. J'ai vérifié avec Nicole, ça marchait, et vous avez 2 adresses mail me concernant. Donc il faudra qu'on fasse attention à la prochaine fois. Et à mon avis, avec l'adjointe à la direction, je pense qu'il y aura toujours ce process et on le doublera peut-être avec des invitations sur agenda pour ceux qui permettra de faire une double vérif. Mais c'est pas ça qui sera officiel, mais en tout cas ça permettra peut-être de vérifier ce point-là. Merci de votre remarque. Oui. J'avais proposé, lorsqu'il y avait eu le règlement intérieur établi, de demander non pas un accusé de lecture, mais un accusé de réception sur l'envoi du mail, qui permet juste de s'assurer que le mail est bien arrivé dans la messagerie du destinataire. C'est rien d'autre. On ne sait pas s'il l'a lu, mais on sait que le mail est bien arrivé à destination. Ça permet au moins de dire, pour nous, le mail est bien arrivé chez vous. C'est tout à fait juste, et pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, ça nécessite vraiment quelqu'un qui s'occupe de ce suivi-là. Donc je pense que l'adjointe à la direction va avoir beaucoup de boulot par rapport à ça, et je pense qu'on va gagner effectivement en transmission par rapport à ça. Merci. Point numéro 2. Pardon. Autorisation donnée au maire pour la signature d'un compromis et de l'acte d'achat d'un bien 6-7 rue du Général Leclerc à Pomponne. Donc, en date du 8 février 2022, j'ai décidé de préempter un bien qui est situé juste à côté, qui est mitoyen de là où nous nous trouvons, juste derrière moi. Cette rue du Général Leclerc, à Pomponne évidemment, qui appartient à Madame Galane Giuseppina, veuve Fougère, monsieur, enfin je peux zapper les noms puisque je ne suis pas certain que ce soit intéressant pour vous, mais cadastré BH 209, la surface est de 1018 mètres carrés aux conditions financières de l'avis du service du domaine, donc c'était conforme, soit au prix de 330 144 €, conformément au prix prévu d'ailleurs dans la TIA. Afin de finaliser cette opération, il est demandé au conseil municipal de m'autoriser à signer le compromis d'achat, puis l'acte authentique à intervenir. Qui est contre? Des questions. Juste, pardon, ça avait déjà été évoqué, ce projet d'achat, en tout cas, cette acquisition. Oui. Et la question, c'est, ça paraît apparemment pertinent, mais du coup, pour quel projet? Alors, quelle est la destination de cette acquisition? Et si elle est connue, voilà. Et si elle n'est pas connue, comment ça va être travaillé? Voilà. Qu'est-ce qui motive, au-delà de la pertinence de la situation par rapport aux locaux actuels de la mairie, et puis le peu de place aujourd'hui disponible? Eh bien, justement, nous en débattrons en commission. Enfin, je pense que ce sera un travail de commission qui sera intéressant. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de projet préférentiel. Il y a plusieurs idées comme ça, et je pense que ce sera intéressant parce que c'est un projet qui, évidemment, qui emmène sur de longues années. Donc, on parlera de ça certainement en commission urbanisme, en l'occurrence, dans un premier temps. Urbanisme.
Oui. S'il vous plaît. Pardon, Madame Françoise, excusez-moi. On avait la même question et en fait, vous dites que vous avez quand même en tête quelques pistes. Vous ne pouvez pas les partager avec nous ce soir, ces pistes. Qu'on travaille en commission, ça je l'entends, mais c'est quand même une certaine somme. Et Bien sûr. Peut-être qu'on pourrait quand même avoir quelques éléments. Écoutez, oui, il y en a une, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Parce qu'effectivement, j'aurais dit ce que je viens de dire, ça vaut le coup que tout le monde s'implique. Ce serait peut-être essayer de voir comment, peut-être pas sur la totalité, mais les services techniques ou la maison des associations se retrouvent plutôt à proximité, par exemple. C'est une des hypothèses. Mais il peut y en avoir plein d'autres qui surgissent. Donc voilà la première des hypothèses. Si vous en voulez une, en voici. Merci. Qui est contre l'autorisation de me donner l'autorisation de signer ces actes? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à Madame Dessous, qui va nous parler de la participation de la commune pour la carte imaginaire. Donc, participation de la commune pour la carte imaginaire. En région francilienne, les tarifs donc des titres de transport sont fixés par France Mobilité. Les collectivités locales ne disposent pas de cette prérogative, mais peuvent en revanche intervenir de façon à apporter une aide à l'acquisition des titres de transport en prenant à leur charge une partie du coût du forfait. Depuis 2011, la commune de Pomponne accorde une participation afin d'aider les jeunes pomponais scolarisés, les collégiens, les lycéens, les étudiants et même les apprentis, parce que ça a été rajouté, les apprentis hors contrat de professionnalisation, dans leurs déplacements et leur mobilité. Il est proposé donc au conseil municipal de renouveler ces contrats conclus avec GIE, commu-titre, avec une prise en charge de 70 € pour l'année scolaire 2022-2023. L'année dernière, c'était la même chose, nous avions pris en charge 70 €. Il faut savoir que la carte imaginaire, elle vaut 350 €, c'est le prix du département. 275 € sont pour une aide, et il reste 70 €. Donc nous aidons nos pomponais, et ce qui fait que les pomponais ne paieront, les familles pomponaises ne paieront que 5 €. Voilà. Et c'était déjà donc comme ça l'année dernière. Il y a simplement les frais de dossier qui ne sont pas inclus. Voilà. Donc je vous le soumets au vote. Oui. Juste une petite question vraiment pratique, mais pour comprendre. On a eu, et merci, l'historique sur les dernières années. Et alors du coup, moi, avec cet historique, je me suis, il y a le dernier pour l'exercice 2021-2022, on a 11 631,67 centimes pour 172 bénéficiaires, et je me suis dit, multiplié par 70, c'est bizarre que ça fasse des centimes, alors que le calcul colle bien pour les 2 années d'avant. Donc j'ai pas compris pourquoi il y avait ce montant-là, et non pas 12 040 qui serait le produit de 172 fois 70. Il y a des tarifs qui sont déjà réduits, en fait, ce qui fait que du coup, le calcul n'est pas... Des tarifs réduits, et donc ça apporte des centimes. Et on n'a jamais eu ça les années d'avant. Parce que les années d'avant, c'est vraiment pile poil... Oui, ça a peut-être été arrondi tout simplement par facilité, mais c'était juste une curiosité de ma part. Mais on note la question. Ouais, je note la question, on va regarder exactement, bien sûr, pas de problème. Donc je soumets au vote. Oui. C'est peut-être dû au masque, mais je n'ai pas bien compris. Tu as dit 350 € et tu as parlé d'aide de 200 et quelques euros. 275 €. D'aide? Oui. D'aide de qui, quoi?
Par le département, excusez-moi. Voilà, par le département, et ensuite 70 € par la commune. Il reste donc 5 €. 275 Oui. € par le Oui, Merci. tout à fait. Les frais de dossier sont de 8 €. Hein. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on connaît. Du 26 janvier 84, qui porte donc les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal que nous constituons de fixer l'effectif des emplois temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Par cette délibération, il s'agit ici de supprimer les postes suite à des avancements de classe à raison de 35 heures hebdomadaires, suppression d'un poste d'adjoint technique à raison de 35 heures hebdomadaires, suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à raison de 17h30 hebdomadaires, suppression de 2 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à raison de 35 heures hebdomadaires, suppression d'un poste d'ATSEM principal de 1re classe à raison de 30 heures hebdo, suppression de 2 postes de brigadier chef principal à raison de 35 heures hebdomadaires de travail, suppression de 2 postes de brigadier gardien brigadier à raison de 35 heures hebdomadaires, suppression d'un poste de rédacteur principal de 2e classe à raison de 35 heures hebdomadaires et enfin suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à raison de 35 heures hebdomadaires. Le tableau des effectifs a été modifié en conséquence. C'est d'ailleurs le tableau que vous retrouverez dans la présentation qui va avoir lieu dans la partie budgétaire. Il y a peut-être des questions. C'est un processus. Oui, Dominique. De brigadier chef principal. Il y a 2 postes de brigadier chef principal. C'est ça. Qui existait, qui devait exister depuis un certain temps et qui avait été présenté. C'est pour ça que je suis un peu surprise. Il y en avait 2 en fait. Oui, il y en a même 3 puisqu'il y a 2 plus. Comment? Mais brigadier chef principal. Oui, toujours un peu. Merci. Sur la même zone, donc effectivement, nous lisons la suppression de 2 postes de brigadier chef principal, de 2 postes de brigadier gardien brigadier. Et du coup, qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour la police municipale en termes de postes? Parce que vous le trouverez dans le tableau que vous avez dans les documents. Le tableau que vous trouvez dans l'état du personnel, donc page 59 du budget sur lequel vous délibérerez tout à l'heure, vous trouverez, je pense, l'ensemble des informations. Il y en a il y a donc un poste de brigadier chef principal. Il reste un poste de brigadier chef principal. Voilà. En fait, dans le tableau que vous avez dans les annexes au budget, qui seront discutés tout à l'heure, vous trouvez l'état des effectifs une fois que tout a été remis d'aplomb et que, suite au passage au comité technique, on a pu donc supprimer ces postes. Qui devaient l'être, D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, on reste avec un poste de brigadier chef principal pour la police, oui. Et donc il n'y a plus de perspective de recruter des policiers municipaux. Il n'y a pas de poste ouvert pour l'instant. Oui, oui, c'est très clair. Ça veut dire qu'on avançait sur la police intercommunale. On avançait sur... Ça va mieux là? Oui. On a avancé sur le dossier police intercommunale. Oui, ça veut dire qu'effectivement, c'est une vraie volonté, alors d'une police, de se rapprocher vers le pluricommunal dans un premier temps, parce que l'intercommunal, c'est une grosse affaire qui engage les 20 communes de l'intercommunalité. Donc effectivement, il y a un rapprochement, on étudie avec l'ANI, Torigny et puis nous, Pomponne, sur effectivement comment on arrive à fusionner, mutualiser, arriver à développer pour avoir une extension horaire aussi, parce que c'est ça qui est très important. Donc effectivement, on est avec des pourparlers qui sont très fructueux pour l'instant. Et non, c'est pas le dernier conseil, c'est celui d'avant. On avait parlé justement de mutualisation de matériel.
voilà, véhicules notamment, hein, ça avait été évoqué. C'est travaillé par quelle commission? Alors pour l'instant, ils n'en sont pas encore là, parce qu'ils n'ont pas encore regardé comment ils valorisaient les apports, soit en matériel, soit en hommes aussi d'ailleurs, ça pourrait être le cas. Non, parce que vous dites on réfléchit, on commence à avoir... Alors, nous on réfléchit, mais il faut être plusieurs pour réfléchir. Nous c'est très cadré, c'est très... Mais c'est qui de la commune, de la municipalité qui réfléchit, qui travaille sur ce dossier? Pour l'instant, c'est l'adjoint à la sécurité, et la prévention, Madame Fanny Billy, avec moi, et puis avec quelques services de Marne-et-Gondoire, sous l'autorité du président de Marne-et-Gondoire. Donc on peut supposer que prochainement, il y aura une commission qui va traiter de ce sujet-là. Tout à fait, qui est très important, bien sûr. D'accord, ok, merci. Merci. Pas d'autres questions sur le sujet? C'est pas une question, c'est une demande, mais on a régulièrement, Jean-Marc, comme vous passez l'organigramme, comme je vois qu'il y a un peu de bougé, si on peut avoir une version actualisée de l'organigramme, mais c'est pas en rapport avec la déligue, mais j'en profite. Oui, bien sûr. Ça ne touche pas du tout l'organigramme. Donc je vous propose qu'on passe au vote de cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci à vous. La délibération qui suit, pardon. Je passe le micro à Monsieur Claude Schaeffer. Point numéro 5. Demande de subvention au titre du dispositif de modernisation de l'éclairage public et de la réduction de la pollution lumineuse auprès de la région Île-de-France. Suite à la commission d'appel d'offres du 30 juillet 2021 et à la notification de l'attribution du marché à Eiffage Énergie Système le 6 août 2021 pour l'entretien, les travaux et la maintenance relatifs aux installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore de la ville de Pomponne. Nous avons lancé en octobre 2021 l'étude d'une nouvelle tranche de notre plan pluriannuel d'investissement pour les zones en matière d'éclairage public, présenté lors du débat d'orientation budgétaire en conseil municipal le 11 mars. Nous avons reçu seulement le projet définitif le lundi 4 avril. De ce fait, cela ne nous a pas permis d'organiser une commission travaux dans un délai aussi court. Compte tenu de la situation actuelle sur les prix de l'énergie et sur l'augmentation du coût des matériaux, nous devons rattraper le temps perdu en vous présentant ce dossier aujourd'hui. Afin que nous puissions obtenir un maximum de subventions, le bureau d'études Eiffage a recensé les zones les plus énergivores, comme la rue de Paris et le quartier de la Popanette, équipées de lampes de 150 à 250 watts à vapeur de sodium haute pression. La puissance des nouvelles lanternes à LED est de 75 watts, avec la possibilité de réduire l'éclairement de 50% à certaines heures et donc de faire baisser la consommation. De plus, la mise en place de 20 horloges astronomiques programmables permettront d'éteindre le réseau d'éclairage de minuit à 5 heures du matin sur l'ensemble de la commune et surtout sur les zones qui ne sont pas équipées de luminaires basse consommation. Le pôle Gare ne fait pas partie de ces mesures, il est géré par Marne-et-Gondoire. L'ensemble de ces actions permettront de lutter contre la pollution lumineuse nuisible à la biodiversité et de diminuer les émissions de CO2 obligatoires pour l'obtention de subventions. Je tiens le dossier technique à votre disposition. Tous les détails seront évoqués en commission travaux, dont la date reste à définir. 3 opérations pour 2022. Modernisation de l'éclairage public à la
entre la mairie et l'église, le remplacement du système de commande par 20 horloges astronomiques dans les armoires d'éclairage public de la ville. L'ensemble de ces opérations est de 315 434. Le financement sera le suivant. La région Île-de-France, 50%, sous réserve de l'obtention de la subvention. La commune, de 50%, plus la TVA récupérable en partie, soit un total en auto-financement, TVA comprise, de 184 000. D'autres demandes de subvention pourront être demandées. Cette délibération a pour but d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de ces opérations. Merci de votre attention. Je réponds à vos questions. Merci, Monsieur Chesnel. Monsieur Prudhomme, question. Par rapport à la rue de Paris, l'enfouissement, du coup, ça comprendra les nouveaux mâts? Alors, parce que là, on a parlé de... Le problème que nous avons à l'heure actuelle concernant les mâts au droit du mur des CRS, le but est de les installer de l'autre côté sur des nouveaux mâts métalliques. Et de ce fait, comme on va mettre des nouveaux mâts métalliques, on prévoit l'enfouissement. Parce que dès l'instant qu'on fait de nouveaux travaux, aussi bien d'énergie énergétique, d'éclairage public, dès l'instant qu'on fait une installation neuve, on prévoit l'enfouissement. Donc ça sera en plus, Claude, au niveau des mâts par rapport. Alors les mâts et l'enfouissement, en principe, ne seront pas subventionnés. Je dis bien en principe. Mais comme on va aller chercher un maximum de subventions, il est possible que d'autres subventions permettent d'atteindre le pourcentage de 50% de... Alors, rue de la Gare, on a une interrogation. La société Eiffage nous a signalé que les réverbères de l'avenue de la Gare étaient sur le compte de Marne-et-Gondoire, c'est-à-dire alimentés apparemment en électricité et la propriété de Marne-et-Gondoire. Donc, en vérité, peut-être qu'on n'aura pas, nous, dans le futur, à les transformer en LED. Parce qu'actuellement, ils ne sont peut-être pas en LED. Je n'ai pas été vérifié. Parce que ça fera partie de notre projet pluriannuel sur lequel j'ai déjà travaillé. Donc là, on avait pris du retard par rapport au vote qui a été fait pour le choix de l'appel d'offres. C'est donc Eiffage qui a été sélectionné. Et ensuite, il y a eu un temps mort qui a permis, malheureusement, on a pris du retard. Donc là, maintenant, on rattrape le retard. J'ai même travaillé sur les budgets 2023 et 2024. Donc, c'est déjà, on sait ce qu'on va faire dans les années futures. Et donc, je reviens sur la rue de Paris, l'enfouissement. Ça veut dire qu'on va travailler aussi sur les trottoirs, une éventuelle piste cyclable. Parce que je veux dire, si du coup, en enfouissement, on va dire, on va reprendre les trottoirs. Oui, absolument. Ce qu'on veut, c'est que ce soit coordonné avec des travaux sur la voirie. Donc effectivement, on est les fameuses phases 2, phase 3 en fait. Voilà. Donc on a repris contact avec le département par rapport à ça, parce qu'il y a une mise à jour au regard d'une piste cyclable, effectivement. Donc il y a plein de... Ça tombe bien aussi qu'on soit en révision du PLU, parce qu'il y a peut-être des emplacements réservés qu'il va falloir trouver. Pour l'instant, on ne sait pas, mais bon, voilà, ça fait partie du développement du projet. Donc aujourd'hui, le département serait favorable, il n'y a pas d'écrit pour l'instant, serait favorable pour participer au moins au-delà des 50% sur les études, pour mettre à jour les études afin de lancer le projet à part entière. Mais ça, on partagera avec vous, bien sûr. Mais oui, bien sûr, l'idée, c'est pas de les faire refaire. L'expérience qu'on a eue, par exemple, sur d'autres sujets, mais sur l'impasse Blondel, effectivement, c'était de pouvoir cumuler deux problématiques et faire les travaux en une fois. Donc effectivement, on reste sur autant que faire se peut, on reste sur ce mode opératoire. Oui. Alors le problème de l'impasse Blondel, je vais faire juste une petite parenthèse, c'est que j'aurais bien voulu que les enfouissements des réseaux Enedis et éclairage public soient faits en même temps.
Mais comme nous, on est arrivé un peu tard sur le dossier, eh bien, on n'a pas pu le faire. Mais c'est vrai que c'est dramatique. Alors, c'est pour ça que là, du fait qu'on sait quelque chose de neuf, j'ai lancé l'opération enfouissement. Il faut savoir que si des fois, on est obligé de faire l'enfouissement avant que le département travaille sur le dossier phase 2, phase 3, si des fois, on est obligé de le faire avant, on s'arrangerait que ce que l'on fait ne soit pas touché par les futurs travaux, bien sûr. On va travailler là-dessus. C'est pour ça qu'il faut que les études soient faites, parce que sinon on ne sait pas. Mais je pense qu'on sera obligé de faire avant. D'anticiper. On a un risque avec les problèmes qu'on a eu avec le mur des CRS. Le pied des poteaux bois, en plus des poteaux bois, ont été touchés et on a les poteaux qui. Voilà, on a un poteau rue Dreux qui. On ne sait pas si c'est le mur qui tient le poteau ou le poteau qui tient le mur. Donc il y a urgence à faire ces travaux-là. C'est pour ça qu'on est parti, je dirais, sur ces travaux à cet endroit-là. Donc les travaux ont été choisis en fonction des zones énergivores et en fonction des dangers au niveau des réverbères. La vétusté. D'autres questions? Claude. Ah, pardon. M'april Baptista. Oui, Claude. En déduisant le temps d'allumage, me paraît une excellente idée. Par contre, minuit, 5 heures du matin, me paraît surtout minuit. Surtout quand je vois la pomponnette arriver à minuit tout éteint. Beaucoup de gens rentrent aux alentours de minuit. Alors, 1 heure du matin, ça me semblerait bien, mais minuit, ça me paraît un peu tôt. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que pour toucher les subventions, il faut avoir un minimum de 5 heures de coupure. Donc ça, c'est déjà le premier point. Avoir des subventions, c'est très intéressant. Mais alors, on a fait, grâce à nos radars pédagogiques, j'ai fait un petit relevé sur une journée aléatoire que j'ai choisie le mois dernier pour savoir ce qui se passait entre minuit et 5 heures du matin. Alors, j'ai le résultat. Il y a 6 voitures à la pomponnette dans la zone je dirais, de comptage, et rue de Paris, 180 voitures. 180 voitures de minuit à 5 heures du matin. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pôle gare est hors contexte de notre décision. Ça veut dire que les gens qui sortiront du train, ils auront de la lumière. À moins que Marne-et-Beauvoir décide d'éteindre la zone pôle gare. Mais bon, pour l'instant, il n'en est pas question. Alors, il faut savoir aussi, les gens se disent « oui, mais il va y avoir plus de cambriolage, ceci, cela ». Il y a des rapports de gendarmerie qui définissent qu'en fin de compte, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le voleur a besoin aussi de lumière pour faire ses malversations. Si, par exemple, on se fait voler les tuyaux d'échappement sous les voitures qui sont garées dans la rue, quand il y a de la lumière, ils n'ont pas besoin, qu'il y a de la lumière publique, ils n'ont pas besoin de lampes. Et s'ils veulent faire le même travail sous la voiture, sans lumière de l'éclairage public, ils sont obligés d'être avec des piles de poche. Et les véhicules qui passent ou les piétons qui passent voient les lampes de poche et ils seront repérés. Je suis d'accord, ceci dit, en général, les vols, c'est pas entre minuit et 1 heure du matin. Les vols, c'est plutôt 3 et 4 heures du matin. Pratiquement tous les mois, on m'en vole une centaine par mois. Donc, et je sais à l'heure qu'ils le font puisque la police est sur place et arrive à les attraper. Bon, moi, je parle tout simplement minuit. On a beaucoup de jeunes qui rentrent. Ce n'est que mon avis. Après, il faut voir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que très peu de véhicules arrivent. Moi, à la pomponnette, c'est l'heure que je rentre, entre minuit et 1 heure du matin, et je ne suis pas tout seul pour rentrer. Voilà. Alors, moi, par exemple, avenue d'Italie, pendant un certain temps, il n'y a pas de lumière. C'était gênant quand je rentrais. Pourtant, j'arrive en voiture, c'était gênant. Alors, ok, moi, je suis pour, effectivement, qu'on réduise les consommations. Ça fait d'ailleurs longtemps qu'on en parlait. C'est une bonne chose, mais je pense que ça serait beaucoup plus judicieux à partir d'1 heure du matin. Après, alors, si on décale, faire un référendum, si on décale, on va couper jusqu'à 6 heures. Parce qu'en fin de compte... Ça serait peut-être mieux 6 heures, oui, absolument. J'ai regardé le diagramme de circulation sur la commune, parce que bon, là, je vous ai donné 2 exemples, rue de Paris, la Pomponnette, parce que c'est vrai que la Pomponnette, on a plus un sentiment d'insécurité à cause de l'isolement. Ça peut être noté. Mais si on décale
on sait, avec les relevés que nous avons faits, on sait que le pic de peu de circulation, si on peut appeler ça comme ça, étant entre minuit et 5 heures du matin. Si on décale 1 heure à 6 heures du matin, à 6 heures du matin, il y a déjà des gens qui partent travailler. Donc en fin de compte, vraiment le creux de circulation, c'est vraiment entre minuit et 5 heures du matin, le vrai creux. Et il n'y a pas que moi, enfin, j'ai voulu le faire sur la commune pour voir si ça collait aux informations que j'avais reçues sur d'autres expériences qui avaient été faites dans d'autres communes, et on a le même résultat. Alors c'est vrai qu'il va y avoir certainement des gens qui vont se plaindre, mais le problème c'est que si on ne coupe pas le courant, on n'aura pas les subventions, et si on ne coupe pas le courant, on aura des dépenses d'énergie en plus, donc une augmentation des impôts. C'est pas que je veux vendre le principe, mais ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire. Et ça devient nécessaire, il faut le faire rapidement, parce qu'en ce moment, les notes commencent à arriver et on est surpris de l'évolution du coût de l'énergie. Et je ne pense pas que ça diminue dans les mois ou les années à venir. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, comme c'était déjà un projet qui était, je dirais, dans les tuyaux depuis un certain nombre d'années, on en parle déjà depuis longtemps. L'idée, il ne faut pas se tromper, c'est que l'objet de la délibération aujourd'hui, c'est d'autoriser notamment le maire à présenter le dossier de demande de subvention. Après, ça peut continuer à se retravailler. Il y a d'autres façons aussi de diminuer la consommation. On peut aussi diminuer l'intensité, on peut faire plein d'autres choses. Après, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir plus de subventions sur un critère strict d'extinction 5 heures. Alors, trouvé pendant la nuit, évidemment. Donc, il y aura peut-être d'autres solutions qu'on va trouver, mais là-dessus, on n'est pas forcément réglé à la minute sur ce critère-là. Et surtout pas, d'ailleurs, parce que ça peut... Donc, on pourra après assumer une phase de test aussi, pourquoi pas. Avec ce que je vous propose, on économise 75% d'énergie. Et avec la diminution de l'intensité, parce que le système à LED a l'avantage de pouvoir diminuer la luminosité et automatiquement de faire des économies d'énergie. Donc si on accumule tout, on dépassera les 75% d'économies. Donc il faut faire, il faut faire ces travaux-là le plus tôt possible pour bénéficier de toutes ces économies. Excusez-moi, oui. J'avais juste une question. Arnaud Schmitt, pardon, oui, bonjour. Excusez mon retard déjà. Pardon. Comment ça se passe pour les piétons rue de Paris? Vous ne pouvez pas réfléchir à des systèmes qui se déclenchent à l'avancée du piéton? Si, ça existe, ça. Ça a été évoqué. Est-ce que c'est subventionné aussi? Enfin, je veux dire, ça oui, non, mais c'est vrai, mais le coût d'investissement est bien plus important. Parce que je veux juste, sur la rue de Paris, vous avez cité effectivement le nombre de personnes, mais vous avez des trains qui arrivent jusqu'à après minuit, vous avez des personnes qui peuvent cheminer, vous avez des personnes qui sortent leur chien, vous avez des personnes qui vivent la nuit, vous avez même des personnes qui travaillent de nuit, et sur des axes structurants. La Pomponette, il faut aussi en être un, mais je veux dire, en termes de luminosité, ce serait intéressant d'avoir, et je comprends l'intérêt de l'impact, de limiter notre impact et de nos consommations énergétiques, mais avoir un système qui se déclencherait à l'avancement, ça serait quelque chose d'intéressant et à réfléchir. Oui, donc ça a été évoqué dans notre raisonnement avec le bureau d'études d'EFAGE, ça a été évoqué. Mais on n'a pas retenu parce qu'il y a le coût. Et en fin de compte, après, si on ne met pas ça sur toute la commune, il y a des gens qui vont dire oui, mais ma rue, moi, elle est dans le noir, et puis regardez, la rue de Paris, elle reste allumée quand les gens passent. Alors il faut savoir aussi qu'au niveau des passages, alors les feux rouges, bien sûr, continuent à fonctionner, on est bien d'accord, et au niveau des passages cloutés, les passages cloutés continuent à être éclairés. D'accord. Avec les systèmes. Oui, bien sûr, c'est un élément de sécurité. Un système qui éclaire que le passage clouté. Mais en vérité, je ne sais pas, c'est vrai que je ne vais pas me promener à minuit, 1h du matin, rue de Paris, mais bon, c'est vrai qu'il ne va pas y avoir un passage énorme. Alors s'il n'y a que 10 piétons, alors c'est vrai que ces 10 piétons-là peuvent se sentir en insécurité, peut-être. Je sais. Mais l'idée, pardon, je te coupe, pardon. L'idée, effectivement, de caler, de définir les choses par rapport aux horaires des trains, elle est effectivement très, très logique, et ça vaut pour la sécurité au sens large. Je parlais tout à l'heure d'une plage horaire pour la police municipale ou pluricommunale. Par exemple, ça, ce serait assez cohérent que les derniers policiers qui s'en aillent soient après le dernier train, par exemple. Bon,
Et donc ça fait partie des éléments de sécurité. Après, il y a le sentiment d'insécurité, et je veux bien croire que quand on sort, quand il fait complètement nuit, on peut avoir un sentiment d'insécurité. Après, il y a d'autres systèmes qui existent, mais aujourd'hui, le système qui permet d'aller chercher le plus de subventions possible, c'est-à-dire je crois que les 20% qui restent, c'est celui de dire je vais éteindre 5 heures par nuit. Peut-être qu'on pourra décaler, mais si on ne le demande pas aujourd'hui, on est sûr de ne pas l'avoir. Tous les autres systèmes nous donnent moins de subventions. Si tu veux. L'avantage aussi de nos pendules programmables, c'est que si le prix de l'énergie redevient tout à fait correct, on pourra faire demi-tour sur l'extinction de nuit, sachant qu'on aura quand même la baisse de la luminosité. Donc on répondra quand même à votre inquiétude. On pourrait que diminuer. Alors là, ça ne parle pas d'extinction, par exemple. On pourrait aussi, pourquoi pas, 1 sur 2. Parce que si on éclaire de 50%, si on diminue de 50%, on fait 50% d'économie. Oui, mais le 1 sur 2, on ne peut pas le faire avec notre réseau actuel d'alimentation électrique. Parce qu'il faudrait 2 réseaux. Ouais, il faut doubler. Un réseau 1 sur 2. Donc c'est un problème technique là, dans ce cas-là. Après, il y a déjà pas mal de communes dans le 77 qui avaient les mêmes craintes. Ils y sont passés. Ça se passe très bien. Donc au moment de la commission, on pourra aller voir justement dans ces communes-là, ils avaient les mêmes interrogations que nous. Bien sûr. Et pour avoir suivi le dossier, ça se passe très bien. C'est pour ça qu'il faut aussi faire des phases de test, parce que... Alors, il y a aussi un autre avantage, c'est la vitesse des automobilistes. Il faut savoir que quand vous mettez une rue comme la rue de Paris, vous la mettez dans le noir, eh bien les voitures roulent moins vite. Pourquoi? Parce que les gens, justement, qui sont au volant, font plus attention que quand c'est fortement éclairé. Donc au niveau sécurité des véhicules, c'est moins dangereux. Monsieur Guise. Oui, donc j'ai juste une question de compréhension. Moi, j'ai compris qu'on déplaçait les mâts de la rue de Paris, les poteaux de la rue de Paris, qui étaient côté mur CRS pour les mettre en face, mais après qu'on allait enfuir. Nous, on enfuit. J'ai pas bien compris. Non, parce que là, je disais, si on enfuit, pourquoi on déplace les mâts? On va enfuir au moment où on met les nouveaux réverbères. Parce qu'on est obligé d'abandonner les réverbères bois. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu concevoir de remettre des réverbères acier côté mur des CRS, et puis de continuer à un réseau aérien. On aurait pu. Bon, j'ai trouvé que c'était dommage de continuer un réseau aérien quand on fait du neuf. D'accord. Parce qu'on est obligé de changer les réverbères. Surtout qu'on est à proximité d'arbres aussi à cet endroit-là. C'est vrai que c'est un peu... Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Pour cet exposé très détaillé. Bien, donc nous allons délibérer. Donc, je demande au conseil municipal de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la réalisation de l'opération ci-dessus référencée et aller chercher les subventions. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Merci Claude. Adhésion au groupement de commandes feu d'artifice du 13 juillet 2022. Donc le feu d'artifice du 13 juillet est intercommunal, puisqu'il s'agit d'un feu d'artifice tiré entre les villes de Lagny, Torigny, Pomponne et Damar. Et comme tous les ans, il y a donc une participation financière qui est demandée à chaque collectivité concernée au prorata du nombre d'habitants. Cette délibération m'autorise à signer la convention de groupement de commandes, donc entre les 4 communes, pour un montant total estimé à 18 000 € TTC. La formule de calcul, elle est facile, c'est le total du montant de la prestation par le nombre d'habitants de la commune, divisé par le total des habitants des 4 communes concernées. Et on arrive à une somme qui est d'environ 2 000 €. C'est comme ça qu'on l'a budgété, puisque comme c'est environ 18 000 €, on a budgété environ 2 000 €. Une commission spécifique MAPA est nécessaire aux besoins du bon fonctionnement du groupement. Elle sera composée de représentants de chaque membre du groupement. Donc par cette délibération, il vous est demandé de m'autoriser à faire toutes les démarches et à signer tous les documents en vue de l'organisation d'une prestation pour un spectacle pyrotechnique sonorisé. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Prudhomme. Je voulais savoir, l'année dernière, tous les ans, on vote
la même. Oui. L'année dernière, le flux avait été annulé. Est-ce que du coup la commune avait versé Non. quelque chose? Non. Non, il n'y a pas... je veux dire, Non, il n'y a pas eu de... Non, non. D'accord. Et donc à chaque fois, vu que c'est un groupement, on est consulté quand il y a une annulation, quand il y a... Parce qu'en fin de compte, l'ANI a refait un feu plus tard, mais du coup on n'était pas concerné. Comment ça Je se pense passe? qu'ils ont dû le faire tout seul. Non, non. C'est tout seul. Ils ont dû le faire tout seul. Donc nous, on n'avait pas versé... Non, en fait, on n'a pas eu de demande autre que celle qui a été annulée l'année dernière. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 7 qui concerne les subventions aux associations pour l'année 2022. Je laisse la parole à monsieur... Pardon. Oui, Si monsieur vous me Guise. permettez, j'ai une déclaration à faire. Je vous en prie. Monsieur le maire, mon mail du 3 avril étant resté sans retour à ce jour, je le reprends dans ses grandes lignes en espérant avoir des réponses. Concernant l'éligibilité des associations à une subvention municipale, seule la subvention financière est regardée, alors que la subvention en nature, mise à disposition d'une salle municipale, peut représenter une part non négligeable du soutien municipal. Je cite 3 exemples. L'association Espace Box, asso non éligible, comme indiqué dans le compte-rendu de la commission, bénéficie d'une mise à disposition conséquente de salles municipales. 3 heures, salle 3 et 4 les lundis, 2 heures, halle de sport les mardis, 2 heures, halle de sport et 2 heures, salle 3 les mercredis, 4 heures, salle 4 les vendredis. Plutôt étonnant pour une association créée en mai 2021 avec un siège social à Villevaudée. L'association de taekwondo n'est plus éligible alors qu'elle l'était encore l'année dernière. Le guide municipal n'ayant pas été présenté aux associations comme j'ai proposé par 2 fois, je vous souhaite de la pédagogie pour expliquer pourquoi vous lui avez transmis un dossier de subventions à renseigner, ne comprend que les subventions de fonctionnement, chapitre 5, et les subventions projet, chapitre 6. Les subventions exceptionnelles seront envoyées au chapitre 7 dans le compte prévisionnel, mais celui-ci n'existe pas dans le dossier. Je note que plusieurs dossiers sont incomplets, mais que le manque de documents n'a pas été un frein pour la proposition. Faire grand chose. Merci. Merci, M. Guise, pour vos questions. Alors, effectivement, on a bien reçu et j'ai transmis à M. Bussy. Il est en cours de finalisation. C'était là, ça fait un peu plus d'une semaine, puisque c'est le 3, c'est ça, 3 avril. On fait les dernières recherches. Il y a 2-3 questions là, qui nécessitent qu'on fasse une recherche un peu plus approfondie et on va vous faire réponse sur ces points-là. Merci. Je laisse la parole à M. Fabrice Bussy. Merci. Pour l'accomplissement des missions d'intérêt local, présentant un intérêt public au bénéfice direct des administrés de la commune, les associations de la loi du 1er juillet 1901 qui œuvrent dans le domaine social, culturel ou sportif peuvent, en tant qu'organisme à but non lucratif, recevoir des aides financières de la commune. Par cette délibération, il y a eu lieu d'acter les montants des subventions en faveur des associations qui ont été validées par la commission mixte Association, Sport, Culture, Jeunesse qui s'est réunie le 7 mars 2022. Ils ont été déterminés selon un règlement intérieur d'attribution des subventions. Par contre, de nouvelles dispositions concernant le contrat d'engagement républicain sont à prendre en compte pour l'attribution des subventions aux associations. Elles seront envoyées à celles-ci, aux associations, et seront annexées au dossier de demande de subvention pour les prochaines demandes et intégrées dans les conditions d'attribution indiquées dans le règlement intérieur. Modalité de l'engagement républicain. Le décret numéro 2021-1947 du 31 décembre 2021 détermine le contenu de ce contrat, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des subventions publiques. Il est applicable aux demandes de subventions et d'agréments présentées à compter de son entrée en vigueur le 2 janvier 2022. Conformément à la loi 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République et modifiant les dispositions de l'article 10.1 de la loi numéro 2321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial doit s'engager à souscrire à un contrat d'engagement républicain. Le contrat d'engagement républicain développe les 7 engagements suivants. Le respect des lois de la République, la protection de la liberté de conscience des membres et bénéficiaires, la liberté des membres de l'association, l'égalité de la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine, le respect des symboles de la République. Le contrat d'engagement républicain est un document obligatoire pour les associations percevant des subventions de l'État et ou des collectivités territoriales. Il devrait être daté et signé par le ou la présidente ou le trésorier de l'association. Il doit être affiché au siège de l'association et être facilement accessible pour tous et devrait être affiché sur les lieux et dans les salles des activités des associations. À défaut, la collectivité est en droit de refuser ou récupérer partiellement ou entièrement sa participation pour les subventions déjà versées. Je vous propose donc de valider les subventions qui lui ont été présentées lors de la dernière commission. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Guise. C'est juste une remarque de forme, en plus de ma déclaration liminaire. Dans l'exposé de Fabrice, il dit ils ont été déterminés selon un règlement intérieur. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de règlement intérieur. Il y a un guide municipal, c'est pas un règlement intérieur en tout cas, et c'est un guide municipal qui est juste aujourd'hui à l'usage du conseil municipal et qui n'a pas été partagé. Il n'y a pas de règlement intérieur. Alors, effectivement, alors, pour préciser, mais je vais dans votre sens, effectivement, il y a eu des travaux en commission pour essayer d'élaborer un règlement intérieur, essayer un document qui permettait de, in fine, faire un règlement intérieur, qui n'a pas été voté en conseil municipal. Donc, il n'y a pas de règlement, aujourd'hui, il n'y a pas de règlement intérieur d'attribution de subventions. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu un document guide qui, pour l'instant, je dois le dire et je l'assume, est perfectible. Ça, c'est évident. Et on s'est servi de ce document guide pour effectivement attribuer les subventions lors de la dernière commission. Tout à fait. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Pardon. Qui est contre? Juste, on vote toutes les subventions là? Oui. Ben, je pensais que comme on faisait l'année dernière, et notamment en me référant au guide... Pardon. Ok. Enfin, allons-y. Pas de souci. Votons l'attribution des subventions selon la répartition définie. Tu participes pas au vote. Voilà, tu te déportes. Absolument. Merci pour cette précision. Donc, pour les associations amicales des jeunes de Torigny, la proposition de subvention 2022 par la commission, subvention de fonctionnement 2000 €, subvention exceptionnelle 0 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le photoclub Pomponnet, proposition de subvention 2022 en fonctionnement 250 €, en subvention exceptionnelle 1200 €. Qui est contre? Oui, non, question. Moi, du coup, mon pouvoir ne participe pas au vote ou s'abstient. Enfin, d'accord, c'est noté. Monsieur Longeque ne participe pas au vote. C'est bien cela, on l'a noté. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. US Pomponne Football. Proposition de subvention 2022 en fonctionnement 420 €, en subvention exceptionnelle 0 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Club Rando Pomponne. Proposition de subvention 2022, 700 € en fonctionnement, 0 € en subvention exceptionnelle. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Rythme et forme 2022 en fonctionnement 400 €, en subvention exceptionnelle 0 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Art et loisirs Pomponnet, proposition de fonctionnement 40 €, subvention exceptionnelle pour 2022 180 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'Inina America, fonctionnement 2022 1000, exceptionnel 0 €. Pardon, excusez-moi, je reprends toute la ligne. J'ai les yeux qui. L'Inina America, excusez-moi, l'Inina America pour 2022 en fonctionnement 550 €, en subvention exceptionnelle 50 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Comité des fêtes de Pomponne pour 2022, subvention de fonctionnement 1000 €, subvention exceptionnelle 0 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sèvres de Pomponne, proposition de subvention 2022, en fonctionnement 150 €, en subvention exceptionnelle 0 €. Qui est contre? Ah pardon, oui, Donc, bien sûr. Monsieur Longequeux, Madame Bouarf, Madame Bels et moi-même ne participons pas au vote. Très bien. Seul participe Monsieur Schmitt. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient parmi ceux qui participent? Merci. Tennis Club Lani Pomponne. Fonctionnement pour 2022, proposition 500. En subvention exceptionnelle, 1000. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Amicale des retraités de Pomponne pour 2022, 660 € en fonctionnement et 1000 € en subvention exceptionnelle. Madame Audibert ne participe pas au vote. Donc tous les autres, parmi tous les autres, qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Jardino, subvention 2022, en fonctionnement 34 €, en subvention exceptionnelle 266 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. AS Soleil Latino, proposition de subvention 2022, 0 € en fonctionnement, 300 € en subvention exceptionnelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'association SPHP, Madame Descou, pardon, ne participe pas au vote. Monsieur Claude Schaeffer ne participe pas au vote. Madame Catherine Barbero ne participe pas au vote. Et Madame Audibert, qui vient de se réveiller, ne participe pas au vote non plus. Parmi les autres, la subvention de fonctionnement pour 2022, proposition 70 €, en subvention exceptionnelle 330 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Enfin, pour l'association English for Fun, donc Madame Descou ne participe pas au vote. Personne d'autre. Proposition de subvention 2022, fonctionnement 400 €, en subvention exceptionnelle 100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Ce qui fait que, comme nous n'avons pas eu de modification, le montant total des subventions pour la ville de Pomponne pour 2022, au budget 2022, s'élève à 11 600 €. Je vous remercie. Je passe la parole à mon collègue, monsieur Jean-Marc Siozak. Merci. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, donc je vous propose de passer à la délibération numéro 8 qui concerne la subvention au Centre communal d'action sociale pour l'année 2022, avec en rappel le fait que le Centre communal d'action sociale constitue l'outil principal des municipalités pour mettre en œuvre sa politique d'action sociale à destination de différentes populations telles que les personnes âgées, les familles en difficulté, et soutenir aussi les personnes souffrant de handicap. Il s'agit ici tout simplement de voter la subvention pour l'année 2022 en vous donnant quelques chiffres néanmoins, puisque le montant que nous proposons d'apporter en 2022 est de 5 000 € pour la raison très simple, c'est que le solde
du CCAS au 15 novembre 2021 était de 12 102,50, que nous avions voté en 2020, certes, une très grosse subvention de 18 420 €, que l'on n'a pas utilisé, et donc on propose tout simplement ce montant de 5 000 € pour être plus près des réalités. Je vous en prie. Merci Jean-Marc. Non, moi c'est la question, mais enfin tu y réponds partiellement, parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait fait un bond de 1000 et quelques de l'année d'avant à 18 000, mais on avait expliqué quand même qu'il y avait, ça on en était bien conscient, une crise sociale, et on imaginait bien que du coup que le CCAS allait intervenir en mode pompier dans plein de situations. Mais là du coup j'entends que ça n'a pas été le cas, et moi ma question c'est une bonne nouvelle, enfin, en tout cas est-ce qu'on peut le comprendre comme une bonne nouvelle, mais du coup dans l'ébauche des 18 000, dans cette construction, qu'est-ce qui n'a pas été entre guillemets d'actualité? Est-ce que c'est vraiment, voilà, ça peut être été trop pessimiste, ou alors est-ce qu'il y a un poste, enfin voilà, parce que ça fait quand même 1000, 18 000 et 5000, ça fait quand même un pic. Et donc moi j'ai de comprendre, peut-être qu'il y a une prévision qui ne s'est pas réalisée, ou plusieurs prévisions, parce que petit A, petit B, voilà les différentes raisons. Voilà, c'est ça, moi j'essaie de comprendre. Alors, Madame Descoux pourrait mieux répondre que moi, mais en tous les cas, on envisage malheureusement le pire, et surtout dans une situation conjoncturelle qui risque de ne pas être des plus favorables pour les Pomponais et les Français en général, avec des augmentations de l'énergie qui sont très importantes, et donc on peut imaginer et on ne veut pas se retrouver au dépourvu. Alors qu'est-ce qui a été prévu? Et ça commence à arriver apparemment. Et en tous les cas, j'ai le budget sous les yeux. Le fait est, nous avions été pessimistes, ou en tous les cas, on avait vu large, et on a provisionné. Bon, voilà, 5 000 € est un montant qui nous semble tout à fait supportable pour la commune, de manière à prévoir l'imprévu, comme dirait. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus, à moins que. La réalité, c'est qu'effectivement, on a fait face à moins de demandes d'aide que prévu. Voilà. Les aides arrivent maintenant, hein. Ça arrive en masse pour différentes choses, pour l'énergie, toute aide sociale. Voilà. Non, mais je ne discute pas les 5000, moi. Voilà. Je dis juste, j'ai de comprendre pourquoi les 18 000 n'ont pas, entre guillemets, été utilisés. Et il faut savoir que l'année dernière, le fait qu'on avait fait des économies, la municipalité avait fait des économies sur les lumières de Noël, oui. Eh bien, ça a été reporté généreusement sur le CCAS. Alors, on ne l'a pas encore entamé, mais voilà, ça rentre dans tout ce calcul. C'était la première opération. Pour répondre à la question, moi j'ai bien compris la question, effectivement. Aujourd'hui, peut-être qu'on assiste à un décalage. En tout cas, il n'y a pas eu plus de demandes sur l'année qui vient de s'écouler. Très, très concrètement. Merci. Non, mais il y a peut-être un décalage. Malheureusement, on verra l'année prochaine. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait prévu 7 600 € d'aide en 2021. On n'en a donné que 794, mais on sait très bien qu'il va y avoir un décalage qui va malheureusement arriver. Donc, j'ai envie de dire que c'est de la prudence. Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Donc la prochaine délibération, la numéro 9, concerne les frais de représentation du maire, puisque nous vous proposons en tous les cas de passer de cette délibération de manière à couvrir les dépenses engagées par le maire et lui seul à l'occasion de réceptions ou manifestations qu'il organise dans le cadre bien sûr de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. Alors donc en toute transparence, en effet, on souhaite allouer ce budget pour que monsieur le maire se voit attribuer une indemnité fixe et mensuelle qui ne doit pas excéder les frais réellement exposés. C'est la raison pour laquelle dans la délibération, il est bien mentionné que cela ne pourra se faire que s'il y a des frais de représentation sur présentation de justificatifs afférents. Donc c'est tout à fait encadré. Et le montant de cette enveloppe annuelle maximum s'élève à 2 400 €.
Donc voilà, c'est simplement, ça a été bien sûr inscrit au budget primitif, et c'est en toute transparence, et c'est de toute façon encadré encore une fois par des justificatifs qui seront demandés à la trésorerie. Je vous en prie. Oui. C'est inscrit au budget primitif 2021. Au budget primitif 2022, pardon. 2021, c'était inscrit. Il y avait une somme qui était inscrite. Oui. Non, elle n'était pas inscrite, non. Elle n'était pas inscrite. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et si vous l'avez peut-être vu, c'était les frais de réception générale. Oui, voilà. Pas monsieur le maire. Vous allez tous les deux parler en même temps. Si je l'ai peut-être vu, c'est quoi? Donc ce n'était pas inscrit en tant que tel comme frais de réception pour le maire, ce n'était pas une enveloppe qui lui était attribuée, donc ce n'était pas inscrit au budget primitif 2021. Pardon. Il y a quelque chose que je n'ai pas dû bien voir. Merci, je vais regarder. Monsieur Guise, oui. Oui, moi je voudrais comprendre les motivations de cette indemnité. Des frais, non, mais par rapport à vos indemnités que vous avez mensuelles, elles s'ajoutent dans l'esprit. Absolument, elles s'ajoutent pour des frais de représentation. Par exemple, tout bêtement, il m'est arrivé d'inviter des collègues maires pour faire avancer des... Et du coup, je payais de ma poche. Et donc, c'est pour ça qu'existent les frais. Enfin, c'est légiféré pour le coup. Je ne discute pas du côté légal, moi. Je discute de la motivation par rapport à l'année dernière. Et encore plus dans l'esprit aujourd'hui où lors du précédent conseil, dans le débat d'orientation budgétaire, vous nous avez parlé d'un plan d'économie, qu'il fallait trouver 100 000 euros, que tout le monde devait contribuer à l'effort. Et moi, c'est vrai que c'est la première chose, enfin, ça nous a fait en disant, c'est pas une façon de montrer en disant que tout le monde contribue à l'effort. Par rapport à l'année dernière, j'entends, ça serait quelque chose de nouveau dans le contexte qui arrive. En fait, c'est quelque chose de nouveau parce que ce n'était pas prévu précédemment. À vrai dire, personnellement, je trouve que ces frais auraient déjà dû être prévus lors des précédentes mandatures pour que le maire puisse justement travailler le midi avec un maire ou le sous-préfet, des choses comme ça, qui justement sert à la commune. On sait bien que les dossiers, enfin, on ne va pas être naïf, les dossiers, ils avancent lors de ces rencontres-là, ils n'avancent pas forcément lors de rencontres officielles aux heures aux heures ouvrées des bureaux. Et donc c'est vrai qu'on aurait pu aujourd'hui être devant une délibération où on réduisait ces frais s'ils avaient existé précédemment, et c'est pour ça qu'on met ce montant-là. Lors des 2 dernières années, lorsque les restaurants étaient ouverts, parce qu'en fait il s'agit quasiment que de cela, j'ai payé de ma poche. Voilà. Bon, les indemnités d'élus servent aussi à ça. Non, pas spécialement. Les indemnités d'élus... C'est votre position. Non, les indemnités d'élus viennent couvrir un travail qui est fait en compensation d'un autre que vous ne pouvez pas faire et que vous ne pouvez pas exercer quand vous êtes en activité professionnelle. Ça, c'est une chose sur laquelle je suis désolé. Mais quand vous êtes sans activité, le sujet n'est pas le même. Quand vous êtes en activité, vous passez la moitié de votre temps à la mairie, vous devez quand même avoir un solde de salaire qui puisse compenser une infime partie de ce que vous ne gagnez pas à côté. Oui, ce n'est pas un salaire. Même, c'est pas la transparence qui est contestée, hein. C'était le montant. Non, c'est pas la transparence qui est contestée, il n'y a pas de débat. C'est dans la recherche d'économie, où on dit qu'il faut faire des économies, là on affiche cette dépense supplémentaire. C'est dans cet esprit-là. Voilà. Ça veut dire que l'année dernière, il y avait 2400 € de frais qui étaient payés. C'est donc une régularisation.
Non, mais c'est en prévision de dépenses qu'il pourrait y avoir, compte tenu des projets que nous avons, et plutôt que de les mettre en effet, comme l'a dit Madame Dupré, dans un budget, dans un article qui va être confondu avec d'autres, au moins là on saura exactement, et on pourra le suivre et on pourra faire le bilan l'année prochaine. Monsieur Schmitt. Merci. Je vais pas rebondir, enfin, les choses ont été dites, mais en fait, c'était pas comme ça avant. Les choses, elles sont en train de changer, en fait, depuis la mandature que vous avez prise. Je vois des frais portés par la collectivité qui n'étaient pas là au préalable. Et je n'arrive pas à comprendre vers où on... Enfin, je sais bien que c'est normal. Je travaille dans des collectivités où ces choses ont pu être mises en œuvre, bien entendu. Mais à Pomponne, avant, ce n'était pas comme ça. Oui, rien d'avancé. On n'avait pas de chargé de communication. On avait des élus qui étaient au four et au moulin et qui ne s'en plaignaient pas. On avait effectivement des frais de représentation qui n'existaient pas. Et effectivement, les gens prenaient sur leur denier personnel pour faire ceci ou cela. Mais c'était aussi parce que l'engagement sur la ville de Pomponne, comment vous dire, se nourrissait ailleurs que ce que vous êtes en train de nous présenter. Et on se nourrit sur la bête, selon vous, là? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Je dis simplement qu'aujourd'hui, le budget municipal supporte des dépenses qu'il ne supportait pas au préalable, et que ça, c'est nouveau dans le cadre de la mandature qui existe aujourd'hui. Et que, alors, peut-être que la réponse est de dire, oui, mais la ville de Pomponne doit passer un cap, la population va grandir, il faut qu'on se mette à faire comme les grandes villes. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'elle était gérée. C'est simplement que c'est un marqueur fort, cette nouvelle dépense, des frais de représentation du maire. Ça n'existait pas à Pomponne. Voilà. Vous êtes donc, je pense, bien placé, puisque vous travaillez dans une collectivité, pour voir que c'est pareil dans toutes les collectivités. Aujourd'hui, la place de la communication pour des renseignements auprès... On le voit tous les jours. Dès qu'on met pas une information sur les réseaux sociaux, on se fait tacler parce que justement, elle n'a pas été là. Donc, du coup... vous avez raison. En plus, c'est une volonté politique qui était celle... Ça a déjà été débattu ici. Qui était celle de, justement, offrir le mieux possible, et on sait qu'on a encore des soucis avec le site internet, le mieux possible, une offre par rapport à la communication et les activités qu'on pouvait mettre en place par rapport à ça. Pour le reste, je ne sais pas comment me justifier plus sur le fait que je pense qu'il y a réellement des dossiers. Et le monde est comme ça. Aujourd'hui, les dossiers se font en travaillant aux heures du déjeuner. Et vous le savez bien, à vrai dire. Après, le fait de dire que ça se passait autrement avant, oui, je ne le conteste pas. C'est simplement, et après je vais poser le micro parce qu'on rentrera dans un débat très stérile, mais comment vous dire, ces dépenses sont effectivement nouvelles, on les rencontre sur des villes qui ont des strates plus importantes, mais sur des villes qui ont d'autres budgets en fait, des villes qui ont des leviers qui touchent à une TP, qui ont d'autres recettes. On a aujourd'hui des recettes propres qui stagnent et qui ne sont prises que sur du foncier ou de la taxe d'habitation qui va bientôt disparaître. Oui. Donc ces nouvelles dépenses, elles impactent directement le Pomponnais. Et on ne génère pas de ressources, hormis lorsqu'on construit, et puis les quelques taxes d'aménagement qu'on va pouvoir rentrer, et les quelques rôles qui nous permettront de financer les crédits pour les équipements publics qui vont nous arriver. Ce que je veux dire, c'est que cette dépense-là, elle est effectivement légitime, mais c'est un marqueur fort, et on ne peut pas s'en enlever. On parle de couper l'électricité de minuit à 5 heures du matin au Pomponnais. Et à côté de ça, on s'octroie 2400 € de frais de représentation. Comprenez l'étonnement que ça peut susciter. Voilà. Et après, je dois le dire aussi que c'est une enveloppe maximale. Excusez-moi. Si vous permettez, j'ai juste une remarque à faire. Vous étiez aux affaires jusqu'en 2014, si je me souviens bien, ici, 2010. Donc je dois dire qu'en 12 ans, les choses ont effectivement un petit peu changé dans les approches municipales. Madame Françoise. Que veut dire pour mémoire budget cumulé précédent?
À quel endroit, pardon? En général, hein, on a un document, on a une pièce budgétaire, il est écrit, il y a une colonne qui est intitulée « Pour mémoire, budget cumulé précédent ». Ça fait référence à quelle année? 2021 dans le budget primitif? Ça fait référence à 2021, page 9. Parce qu'il est écrit article 65-36, frais de représentation du maire, pour mémoire budget cumulé précédent, 200 €. Proposition nouvelle, 2430 et non pas 2400. J'ai cette fois les bons documents. On trouve la page et on vous répond. C'est page 9. BP 2022, mairie de Pomponne, mairie de Pomponne. Grand 3, vote du budget, section de fonctionnement, détail des dépenses. Article 65-36, frais de représentation du maire, 200 € pour 2021, si je comprends bien, mais peut-être que je comprends pas bien. Et pour 2022, donc on a 2430, la délib est de 2400. Oui, le fait est, il y a 30 € de différence entre le budget et la délibération. Pas que ça. J'ai demandé si l'année dernière, s'il y avait une somme qui était inscrite. Vous m'avez répondu. Oui, parce que 200 € ne m'avaient pas interpellé, vous avez raison. Ben je le prends. Je le prends. Ok. Bien, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et pardon, la délib, elle est à 2400 ou 2430? Et qu'est-ce qu'on va corriger dans quel sens? Elle est à 2400, la délib. D'accord. Donc on peut reprendre le vote parce que je n'ai pas suivi. Merci. Je vous en prie. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? En fait, les 30 € étaient sur l'année dernière. Ouais, c'est un repos. C'est ça. Alors, si vous le voulez bien, alors, comme c'est la vidéo, alors donc, nommer les gens. Qui vote contre? Donc, Madame Françoise, Monsieur Bedu, Monsieur Guise, Madame Boifre, Monsieur Longequeux, pardon, Madame Nils et Monsieur Schmitt. Qui s'abstient? Monsieur Prudhomme. Je vous remercie. Donc, délibération suivante qui concerne donc le vote des taux d'imposition 2022. Pour revenir sur le fait que la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales donc, a généré une modification en effet des impositions communales. Puisque le panier des recettes fiscales de la ville est dorénavant composé de la taxe foncière sur les propriétés bâties, parc communal et métropolitaine réunies, ainsi que la taxe d'habitation réduite aux seules résidences secondaires, ainsi que la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Donc, pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, le projet de loi de finances 2021 prévoit que les communes se verront donc transférer, ce qui avait été présenté lors d'une précédente délibération en conseil municipal, va être donc transféré le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties que percevait précédemment le département. Donc pour être concret, la taxe sur les propriétés bâties était de 18,62 pour la commune, 18% perçus par le département. Et quand on cumule les deux, on arrive donc à une part de 36,62. Donc ce qu'il faut retenir en tous les cas de cette délibération, c'est qu'il n'y a aucune augmentation de taxes d'imposition que fait voter la commune. C'est ni plus ni moins la reconduction des conditions. Nous, on reprend ce que le département prenait jusqu'à maintenant pour les cumuler à la part communale de 18,62. Et la taxe d'habitation reste bien sur la base d'un taux à 11,90. À noter qu'il est mentionné dans le budget primitif 2022, que l'on verra plus tard,
que le produit de ces taxes représentera 1 875 981 €. Avez-vous des questions ? Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Donc avant de passer au budget primitif, nous vous proposons la délibération numéro 11 sur la reprise anticipée des résultats 2021. Alors, il est aujourd'hui possible d'estimer les résultats 2021 avant adoption du compte administratif et du compte de gestion. À ce titre, le Conseil municipal peut donc, au titre de l'exercice 2021 clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats. Je tiens à préciser une chose que j'avais mentionnée lors du rapport d'orientation budgétaire, du débat d'orientation budgétaire, et on a eu l'occasion de le mentionner lors de différentes commissions municipales à ce sujet. C'est vrai que cette année, et je pourrais le dire en préambule du budget primitif, mais je préfère le dire ici, cette année a été une année très compliquée, perturbée par beaucoup d'événements extérieurs quant à la constitution des comptes 2021. La première chose, c'est qu'on a eu quand même l'absence d'une comptable pendant les 4 derniers mois 2021, ce qui a été tout de même très difficile à gérer, et force est de constater que nous n'avons malheureusement pas eu le soutien escompté d'organes administratifs supérieurs, dirons-nous, malgré notre appel au secours. Nous avons été dans l'obligation de corriger un très grand nombre d'écritures qui étaient mal enregistrées, autant sur 2021 que sur les exercices précédents. Et d'ailleurs, on a découvert un certain nombre de choses qui étaient assez surprenantes, ce qui fait que nous avons aussi enregistré de nombreux rejets de la part du Trésor public, qui a ainsi contrôlé toutes les écritures. Alors, le Trésor public de Chelles a des pratiques différentes de celles de Bussy, dont on dépendait. Alors, ça a eu l'effet de prendre conscience d'un certain nombre d'écritures qui étaient mal passées, mais ça veut dire qu'on a eu énormément de rejets, et donc ces exigences nous ont perturbés dans l'établissement des comptes 2021. Néanmoins, en totale collaboration avec eux, avec leur validation, on est en mesure aujourd'hui, bien évidemment, de vous présenter cette reprise anticipée des résultats. Ils sont justifiés par une fiche de calcul du résultat prévisionnel, accompagnée d'une balance qui vous a été jointe, ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la commune, étant donné que nous n'avons encore pas clôturé le budget 2021 et qu'il vous sera soumis en délibération au conseil municipal avant le 30 juin prochain. Alors ce qu'il faut retenir de tous ces tableaux, c'est que malgré cette situation, les comptes sont plutôt bons, sont même excellents, puisque nous avons déjà un report de 2020, enfin des exercices précédents à 2021, de 1 137 420 €. Et je rappelle qu'on avait 741 000 au titre des exercices précédents 2019, et en 2020, on avait eu un excédent de 237 000 €, ce qui nous amène à 1 137 000 €. Et on avait utilisé 83 117,70 que l'on a mis sur l'investissement. J'essaye d'expliquer un peu les chiffres, je trouve que c'est toujours mieux plutôt que de les voir ainsi. Le résultat 2021 entre les recettes et les dépenses font apparaître un résultat positif, un excédent de 277 000, ce qui fait qu'on va avoir tout de même un beau résultat à reprendre au compte de fonctionnement de 1 331 646 €. Pour ce qui concerne l'investissement, on a bénéficié d'écritures intéressantes, dans la mesure où nous avons perçu des subventions sur des travaux antérieurs,
ce qui a eu pour conséquence donc de représenter des recettes de 1 256 104 €, alors qu'en contrepartie, nous n'avons dépensé que 357 000 €, ce qui nous fait, avec le résultat de 2020 de 43 308, là aussi un excédent budgétaire de 942 064 €31, que nous allons bien évidemment inscrire au budget primitif de 2022. Donc une photo qui est plutôt sympathique et qui est en totale corrélation avec bien sûr le trésor public de Chelles. Voilà pour ce qui me concerne concernant bien sûr les commentaires, mais si vous avez des questions. Juste un tout petit point, je ne suis pas sûre que ce soit l'article L2311-4 du CGCT. C'est peut-être plutôt le L2311-5, mais à vérifier. Là, c'est écrit là. Ouais. Alors il y a les deux, il y a en haut il y a écrit L2311-4 et en bas, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2311-5, alinéa 4. Mais bon, je pensais. Donc à la délibération, c'est bon, c'est le bon article. Puisque le projet de délibération, donc, vu cet article-là, consiste à constater et approuver la reprise par anticipation des résultats de l'exercice 2021 et les restes à réaliser, comme indiqué dans le tableau. Des questions? D'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. En ce qui concerne donc maintenant le budget primitif que je vais vous présenter, il est dans la continuité, bien évidemment, de ce que nous avons pu annoncer lors, encore une fois, du débat d'orientation budgétaire. Nous avons, en effet, sur les dépenses de fonctionnement, plusieurs articles et plusieurs chapitres, puisque nous avons le chapitre 11, qui est le chapitre à charge à caractère général, qui est à 1 130 000. Je rappelle qu'en 2021, nous avions budgété 1 222 730 €. Nous avons effectué un certain nombre d'économies sur ce chapitre-là, malgré une anticipation importante des augmentations d'énergie. Et aussi, à noter, et vous pouvez, je pense, le voir en page 8 du budget primitif, c'est assez intéressant en effet, de voir que certains articles connaissent des économies, d'autres des augmentations. Les achats de prestations de services, en l'occurrence, qui est la première ligne, qui est l'article 6042, fait apparaître un montant de 207 000 €, dont 190 000 rien que pour la cantine, quand on sait qu'on a dépensé en 2021 150 000 €. Donc une très forte inflation due notamment à la loi Egalim qui nous oblige à respecter un certain nombre de standards en termes d'emballage et qui génère notamment cette inflation. Vous avez toujours dans ce chapitre-là un certain nombre et je vais bien sûr pas prendre tous les articles un par un, mais je vais simplement vous expliquer certaines choses qui ont été faites et surtout là où nous avons des économies à réaliser. On peut déjà voir qu'entre terrain et voirie, on a redispatché correctement, et c'est là où justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que des écritures étaient mal imputées au mauvais endroit, ce qui est toujours embêtant quand on veut faire de l'analytique, mais là on va se remettre d'équerre, ce qui fait que vous avez en fait compte un transfert entre le 61 521 et le 615 231,
puisque si vous cumulez ces deux articles, on arrive à 172 000 euros dans le budget précédent, et là on arrive à 162 000 euros. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit bien sûr d'entretien, de tonte, de fauchage, et selon que le fauchage est en bord de route, où il est, alors ça j'ai découvert ça, en bord de route où il est dans un terrain, eh bien c'est pas le même article. Bon, alors avant c'était un peu confondu, donc c'est ce qui explique cela, mais ce qu'il faut c'est retenir que les deux articles cumulés sont comparables. Il y a néanmoins un effort de 11 000 euros en ce qui nous concerne sur ce sujet-là. Sur les locations mobilières aussi, vous voyez qu'il y a des économies qui sont faites. On espère bien, en effet, à travers des renégociations de contrats avec les fournisseurs et notamment ceux d'imprimantes, puisque là il s'agit de location de matériel imprimante, on souhaite bien faire des économies. Vous avez un nouveau poste qui apparaît au 60-67, qui sont les fournisseurs scolaires. Eh bien, il s'agit tout simplement de fournitures scolaires qui vont venir remplacer à terme la caisse des écoles, puisqu'on souhaite supprimer la caisse des écoles, la régie de la caisse des écoles. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'à un moment donné, on ne savait plus qui payait quoi entre la mairie et la caisse des écoles. À la fin, on préfère avoir une seule et unique gestion qui simplifiera les choses, surtout qu'une régie, c'est toujours un peu compliqué à suivre. Ensuite, vous avez un certain nombre d'économies sur les autres fournitures non stockées, les fournitures d'entretien, les fournitures de petits équipements. Vous voyez qu'on était à pratiquement plus de 50 000 euros, et on espère rediminuer en faisant encore une fois des économies sur tout ce qui est fourniture administrative et puis même fourniture des équipements. Donc on se doit de toute façon, on l'a travaillé en commission. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les membres de la commission de tous horizons, où on a vraiment fait un travail. Ça nous a pris trois commissions, 3 réunions. Merci pour votre disponibilité, surtout pour avoir tenté de travailler, autour des cas d'expliquer tout cela. Autre chose, sur les fêtes et cérémonies, vous voyez aussi qu'il y a une sorte de vase communicant entre le 62-32 et le 62-57. Pourquoi? Parce qu'on a mis les choses au bon endroit. Et donc, on pourrait penser qu'il y a une inflation importante sur fêtes et cérémonies qui passe de 700 à 34 150, sauf que les réceptions, où là, on mettait tout dans les réceptions, on mettait la fête des associations, alors que ça doit être plutôt en fête et cérémonies. Bon, ben, vous voyez que là, on était à 30 750 et on ne prévoit rien, puisque ça passe sur le 62-32. Donc, un certain nombre d'écritures qui sont passées, et peut-être pour vous donner aussi une vision sur parce que ça me semble être important que vous ayez cette vue-là sur les dépenses d'énergie. Sur les dépenses d'énergie, nous avons en 2021, entre le carburant, l'électricité, l'eau, le gaz, dépensé 110 000 euros. Et donc, on prévoit cette année 213 000 euros en dépenses d'énergie. Sachant que certains prix sont bloqués encore cette année, ça ne sera pas nécessairement le cas l'année prochaine, mais on va regarder ça de très près. Donc ça, voilà en ce qui concerne les charges à caractère général. Le deuxième plus gros chapitre des dépenses de fonctionnement concerne les charges de personnel frais assimilés. Alors, on a eu le débat non seulement en commission, mais lors du dernier débat d'orientation budgétaire, sur le fait que ces 1 681 000 euros contre 1 518 000 euros budgétés en 2021 provenaient de plusieurs choses. La première des choses, c'est une augmentation de salaire réglementaire, j'ai envie de dire. On suit le point, et donc c'est important d'en tenir compte. Deuxième chose, il a été mis en place dans la commune, il y a, je ne sais plus, 2-3 ans, le RIFSEP. Et le RIFSEP, c'est donc un revenu supplémentaire, une prime supplémentaire pour les agents, sauf qu'il n'y avait aucune règle. Aucune règle n'a été fixée. Donc il s'avère que là, on a souhaité mettre des règles, et c'est très important de mettre des règles pour pouvoir non seulement attirer des nouveaux agents municipaux et les garder. Ça, et dans une commune comme dans une société, l'humain est le plus important. Investir sur l'humain, ça permet de créer une vraie stabilité. On en sait quelque chose aujourd'hui.
Si on a eu des départs, on peut se poser les questions, en effet, sur une politique salariale qui était peut-être pas toujours cohérente. En tout cas, on souhaite avec le RIP7 mettre un peu de cohérence, et donc ceci justifie notamment cette augmentation-là. Et puis ensuite, là aussi, pour gagner en efficacité, pour apporter un meilleur service aux Pomponnais, on s'en est expliqué à plusieurs reprises. Il est important que nous embauchions notamment 2 personnes parce que les gens ont besoin de travailler en toute sérénité, ont besoin de travailler justement sans faire d'erreurs sur des imputations, notamment pourquoi pas d'articles ou toute autre chose. Et donc nous avons fait ce choix d'embaucher 2 personnes, de faire des réajustements en termes budgétaires, en termes de primes sur le RIF7, ce qui nous amène là à une enveloppe d'1 681 000, qui est toujours le cas où on a l'ensemble du personnel. Ensuite, on a mis une variable d'ajustement, moi j'appelle ça la variable d'ajustement, qui sont les dépenses imprévues. Vous avez pu constater que depuis quelques années, en tous les cas depuis qu'on est là, on a toujours fait voter des dépenses imprévues, 100 000 €, on ne les a jamais dépensées. De toute façon, le jour où on les dépense, on est obligé de les passer en conseil municipal. Donc néanmoins, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On ne préfère pas tout mettre en investissement et s'en garder un peu pour au cas où, je ne sais ce que donnera les résultats malheureusement de cette guerre en Ukraine, des élections en France et de cette crise énergétique qui est dramatique. Mais en tous les cas, on préfère être prudent et c'est pas parce qu'on les met là qu'on les dépensera bien sûr à outrance. En ce qui concerne les autres chapitres, Oui, tout à fait. Oui. On a carrément doublé, mais c'est un acte de gestion, ni plus ni moins. Ouais, oui. Et une chose qui est aussi très importante, c'est que nous, et c'est là aussi les bienfaits des comptes que je vous présente ce soir, en dehors du fait qu'on n'a pas besoin d'augmenter les impôts, on n'a pas non plus besoin de faire d'emprunt. On a parlé tout à l'heure d'une acquisition, lors d'une délibération, d'une acquisition d'une maison avenue du Général Leclerc. On n'a pas besoin d'emprunter pour cela. Je ne sais pas ce que l'on fera après en termes de projet, et on se projettera justement et on étudiera aussi en commission finance la façon de financer le projet que nous aurons. Mais dans l'immédiat, nous n'avons pas besoin de contracter d'emprunt, ce qui est une bonne nouvelle. Et autre bonne nouvelle que je voudrais ajouter, c'est que M. Schaeffer vous a présenté le projet d'éclairage public pour plus de 315 000 €. Nous n'avons pas inscrit non plus au budget les éventuelles subventions de l'ordre de 50% que nous pourrions percevoir. Donc on reste très prudent sur ces différents points. En ce qui concerne donc les dépenses de fonctionnement, elles sont de 2 879 000 €, 2 900 000, attendez, excusez-moi, je me perds un peu, parce que moi j'ai le report avec, ça 2 879 000, c'était l'année dernière, et elles sont de l'ordre de 3,4 millions en budget prévisionnel, alors que nous avions déjà 3,4 millions de budget 2021 au niveau des dépenses de fonctionnement. Sur les recettes, on a ce fameux report qui est de 1 331 646. Tout le reste est constitué d'impôts et taxes qui sont bien sûr validés avec le Trésor et qui vont nous arriver. Ne sont pas non plus intégrés là dans le budget, ce qui est quand même aussi une manne financière non négligeable, les différentes taxes d'aménagement que nous pourrons percevoir, qui viendront en plus gonfler le budget investissement.
voilà globalement la présentation des grandes têtes de chapitre. Je voulais surtout insister sur les points principaux. En résumé de cette succincte présentation, c'est que on s'inscrit complètement dans le débat d'orientation, enfin dans le rapport d'orientation budgétaire que vous avez présenté, à savoir une volonté de faire des économies là où on avait à en faire sur le chapitre 11, permettre un travail plus efficace avec le personnel de la mairie, raison pour laquelle, encore une fois j'insiste, mais l'humain c'est tout de même ce qui fait tourner la mairie, et il ne faut surtout pas négliger ce point-là. Donc on arrive à équilibrer et on a, je ne vous cache pas non plus, engagé un vrai plan d'économie au sein de la mairie, que ce soit, encore une fois, sur les fournitures administratives, sur tout ce qui est entretien. Il y a certainement là beaucoup de choses à gagner. Si on embauche une personne en plus, eh bien, c'est pour permettre aux gens de mieux étudier les choses, et notamment les achats. Pourquoi pas le gagner aussi sur les achats, si on a un peu plus de temps pour étudier les différents devis. Donc on a engagé une vraie démarche pour pouvoir, encore une fois, faire des économies et gagner sur les recettes de fonctionnement. Et ensuite, sur les investissements, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a quand même l'extension du groupe scolaire, qui va représenter donc un investissement important, puisque cette année, si on démarre en juillet, on doit sortir cette année 1 600 000 € au titre de ce projet, qui est de l'ordre de 2,5 millions. Donc nous avons cela, nous avons la maison avenue du Général Leclerc, nous avons l'éclairage public. Donc voilà les gros investissements que l'on va faire. Je ne vous parle pas des petits investissements, j'en avais parlé en débat d'orientation budgétaire, à savoir le changement du matériel informatique. On a le projet numérique à l'école, qui représente une somme de plus de 35 000 €, même si on bénéficie d'une subvention de l'ordre de 20 000 €. Tout ça est inscrit par contre. Donc on a en tous les cas capacité à supporter en 2022 ces projets, puisque sur le 1,5 million, on aura 489 000 € de subventions que nous recevrons cette année. On devra sortir tout de même 1 million, plus le reste. On verra si on fait un prêt de trésorerie ou pas. Ça, c'est en commission aussi qu'on en débattra. Et en tous les cas, voilà, on peut faire face à tous les engagements, et on aura l'occasion cette année de travailler sur le plan pluriannuel d'investissement, qui nous permettra de nous projeter sur les 5 ans qui viennent, grâce notamment à toutes les constructions qui se font et qui vont générer des impôts supplémentaires pour la commune. Voilà, je vous en prie. Remarques de nos interrogations. Déjà, page 2, information générale, modalité de vote du budget. Il faudra donc enlever le point 5. Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Remarque tout à fait pertinente, en effet. Merci. C'est dommage, page 3, qu'il n'y ait pas l'apparition des restes à réaliser, quand même. C'était un budget sans reste à réaliser, très dommageable. Moi, j'ai des questions, alors vous avez répondu à certaines, j'avais des questions sur les dépenses imprévues, page 4, donc pourquoi elles allaient doubler, ça c'était bon. Page 3, où est ma page 3 ? Page 4. Voilà, page 3, là, on a page 4. Non, ça c'était bon. Page 4. Donc, page 8. Voilà, j'ai les petites remarques, page 8. Fêtes et cérémonies, c'est donc, vous avez expliqué, c'est bien. Mais alors, le chapitre 62-18, autres personnel extérieur. On était à 7 700, on est passé à 48 502. C'est quoi autre personnel extérieur dans les charges de personnel et frais assimilés? C'est la mise à disposition des agents de voirie et de cantine. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'ils étaient comptabilisés là l'année dernière.
ils n'étaient pas du tout comptabilisés à cet endroit-là. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis, quand on fait la comptabilité analytique d'une année sur l'autre, comme les articles n'étaient pas nécessairement correctement imputés, on est exactement dans cette situation-là. D'accord. Page 11, j'avais une interrogation aussi. La redevance d'occupation du domaine public communal. Donc, on est en section de fonctionnement dans les recettes. Alors, j'ai une question en fait. La base de vie rue de la Gare, il va y avoir une redevance d'occupation du domaine public. Ça va générer de l'argent ou pas? Oui, oui. Oui, combien? C'est une fois qu'ils sont... c'est-à-dire que ça dépend du temps de chantier. Oui, mais c'est une question, parce qu'il y a un arrêté qui a été mis au moment de l'installation de la base de vie. Il est bien spécifié que conformément à l'arrêté délibération du 14 décembre 2018, l'entreprise, le CD, machin, et c'est donc l'arrêté traitant de la redevance d'occupation du domaine public. Il est écrit que baraque de chantier, ça va rapporter 500 € par mois par module. Il y a combien de modules à la base de vie? Il y en a 8, c'est comme ça. 8 ou 10, ouais. 8, il est mis du mois de mars jusqu'au mois de décembre, donc ça fait 9 par 500 par 8. Moi, j'arrive à 48 000, 40 000, quelque chose comme ça. Et puis on est là sur du 5 000. Je ne sais pas. Oui. Eh ben, je vous propose de prendre le point parce que, bon, voilà. On prend le point. Sincèrement. Sur une de vos délibérations, on dirait puisqu'elle date de 2018. Oui. Je prends votre point, on vous répondra comme on l'a fait à chaque fois. Néanmoins, tous ces sujets-là, si vous voulez, je préférerais, mais encore une fois, je trouve que c'est très bien d'en parler, mais qu'on en parle en commission, qu'on puisse avoir ce genre de réponse en commission, parce que là, vous nous posez des questions, mais d'accord. C'est pas rien, hein, c'est pas non, mais normalement, un conseil municipal est fait pour voter. En commission, on discute. Financière encaissée de 20 €. Moi, je ne fais pas partie de la commission, je ne suis pas avec M. Prudhomme. Je pose mes questions en conseil municipal. La suivante, si vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Pardon. Monsieur Schmitt, pardon. Oui, pardon. Excusez-moi, mais c'est vrai, et je suis vraiment passé à côté, et c'est vraiment pertinent en termes de lecture. Il doit y avoir une permission de voirie de toute façon aujourd'hui, ils n'ont pas pu s'installer sans autorisation. Bien sûr. Donc, sur la permission de voirie, vous avez un document, alors pas seulement l'arrêté, mais la permission qui définit le montant qui définit la recette. Il est sur le site internet même, ce document. Donc, oui. Ça serait une recette qu'on récupérera en fin d'année. Oui, mais c'est important, tu es d'accord avec moi? C'est pas 20 €. Mais ça, personne n'en dispose en fait. Non, mais tout à fait, mais on prend la remarque. Merci. Oui, il y a des taxes de survol, des taxes d'occupation de l'espace public. Hein. La neutralisation des taxes de stationnement pour entrer une sortie du chantier, une livraison de chantier, c'est 20 €, ça va être une attraction. Bien sûr. Mais c'est comme les taxes d'aménagement, c'est afférent au chantier, à tout chantier. Du reste, encore une fois, c'est une délibération que vous avez votée, puisque c'est une délibération de 2018. Non, mais attendez, cimetière, il y a deux choses. Là, on parle d'investissement, cimetière zéro. Au fonctionnement, vous avez des charges de cimetière à 9 000 € au titre. Ah oui, mais autrement, il y a du fonctionnement, puisqu'il y a le déplacement des tombes, ou du moins, c'est du fonctionnement, c'est pas de l'investissement. C'était une erreur d'imputation à l'époque, mais justement, là, il y a, pour le cimetière,
Il y a même encore à payer de 2021. Et il y a 9 000 euros qui est prévu au niveau de 2022. Monsieur Guise. Oui, merci. Alors, je vais formuler un petit regret. Je me rappelle que l'année dernière, nous avons eu un document synthétique présenté en séance qui était très explicite. Et là, personnellement, moi je regrette parce que c'est vrai que j'ai essayé de faire des comparaisons. Alors c'est déjà, premièrement, pas évident de faire des comparaisons lorsqu'on n'a pas réalisé 2021, parce que ça, c'est pas ce qui guide le budget 2022, j'entends bien, mais en même temps, ça donne des fois une idée entre ce qu'on a prévu à la dépense et ce qu'on prévoit. Donc c'est aussi une référence. Là, on ne l'a pas. Et alors en plus, comme il y a eu des erreurs d'imputation, je me suis amusé, moi,